Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Son nez pointu, ses grandes dents, son gros ventre et ses petites pattes avant très habiles ravissent les enfants et les dessinateurs de bandes dessinées. Mais le castor, ce n'est pas que ça. C'est aussi une espèce parapluie. Si elle est protégée, de nombreuses autres espèces le sont aussi. Il peut être une barrière contre l'érosion, un créateur de zones humides ou même un régulateur des cours d'eau. Le castor d'Europe, presque éteint en France il y a un siècle, est de retour dans les fleuves et rivières de l'Hexagone où il est interdit de le tuer. Non seulement il est interdit de le tuer, mais il existe même un réseau castor chargé de le protéger, mis en place par l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Mais l'animal, en créant des barrages sur les cours d'eau, peut aussi provoquer des inondations, une source de mécontentement pour les agriculteurs quand cela touche leurs champs. L'équilibre est donc fragile. Et pour en parler, j'ai suivi une équipe de l'OFB sur le terrain dans le centre de la France, sur la rivière le Loir, entre Beauce et Perche, et j'ai interrogé des spécialistes. Sur le fil. Rendez-vous sur les bords du Loir avec David Caille. Le paysage est bien vert et l'embarquement dans les canoës se fait derrière un petit manoir. L'agent de l'OFB déplie une carte et nous explique, comme sur une carte au trésor, les indices de la présence du castor y sont à noter. Tout ce qui est point bleu, c'est un indice ponctuel. Vous voyez, ici, on a deux points bleus sur les communes d'à côté, Saint-Jean-Fromentel et Brévinville. Ce sont justement des naturalistes qui ont trouvé des indices l'année dernière. Donc nous, on va partir de Cloix ici et on va redescendre tout ça. Et on aura soit une présence ou absence de l'espèce à l'issue de la prospection. Par exemple, ici à Pezou, je sais qu'il est présent là depuis plus de 10 ans en fait. Donc là, il fait des indices massifs, des indices comme ça, de ce type-là. Des arbres coupés, c'est ça ? Oui, carrément des arbres coupés. Ça peut faire 50 cm, voire même plus. Lui, ça ne l'arrêterait pas. Je veux dire, s'il a le temps, il va faire ça. La petite rivière qui se jette dans la Sarthe est bien calme. 2 canoës aux équipages composés d'agents de l'OFB et de naturalistes bénévoles de l'association Perche Nature se répartissent le long de chaque rive pour inspecter les arbres qui affleurent l'eau. Végétarien, le mammifère aux dents acérées se nourrit principalement d'écorces et de branchages. David repère une branche coupée. Vu le diamètre, c'est impossible que ce soit un ragondin. C'est forcément un castor. Parce que là, on est sur du 3-4 cm. On voit bien qu'il a fait ce qu'on appelle presque une taille en crayon. C'est-à-dire qu'il s'est pris à plusieurs fois, sous plusieurs angles, pour couper sa branche. Alors, il a dû l'emmener ailleurs pour aller la manger. Peut-être qu'il l'a emmené dans un garde-manger. Parce que quand le castor il est de passage, il va juste manger le bout des feuilles pour sa consommation, je dirais. Il peut faire, s'il est là plus, je dirais, d'une façon plus pérenne, il va faire ce qu'on appelle des réserves. Le castor est donc bien remonté dans le Loir jusqu'au niveau du département de l'Eure-et-Loir, même si pour le moment il n'a pas encore colonisé véritablement le cours d'eau. On ne peut pas dire encore qu'il soit installé avec un territoire. Parce qu'installé avec un territoire, on aurait ce que j'appelle des indices massifs, des troncs qui peuvent faire plus de 20, 30, 40 cm de coupé. Là, je pense qu'on a affaire à des jeunes qui se sont fait expulser par la cellule familiale. Donc là, on peut se retrouver avec des individus qui font des bonds plusieurs dizaines de kilomètres et puis qui vont s'installer pour former un couple en fait. Chassés notamment pour leur peau, quelques dizaines de castors subsistaient en France dans le delta du Rhône au début du XXe siècle. Grâce à des réintroductions réussies, cette espèce, protégée en France et en Europe, compte autour de 20 000 individus sur l'ensemble du territoire. Si c'était cassé naturellement, ce serait cassé. T'en trouves des bouts de bois qui sont cassés, ça fait pas un biais comme ça. Ouais, tu vois les traces de dents en fait, comme ça. Tu les sens, si tu les vois pas, tu les sens. Le castor européen, une espèce différente de son cousin canadien, est désormais bien implanté dans le Rhône, les bassins de la Loire, de la Moselle, de la Meuse et du Rhin. Mais il y en a aussi ailleurs en France, selon Paul Hurel, responsable national du réseau Castor à l'OFB, que j'ai appelé après cette petite escapade. Si on traduit un peu la présence de l'espèce, elle est vraiment présente un peu partout. Il n'y a que la région Normandie finalement où on ne retrouve pas de castor pour le moment.
Mais vu la logique de dispersion de l'espèce, ça devrait arriver dans quelques années. Mais voilà, on voit vraiment depuis les années 60 avec les premières réintroductions que le castor recolonise progressivement les cours d'eau. D'abord les grands cours d'où il a été introduit, ensuite les principaux affluents, et de plus en plus des plus petits cours d'eau où bien souvent il est amené à créer des barrages pour maintenir un niveau d'eau constant. Pendant longtemps donc, le castor, réintroduit dans les grands fleuves français, n'a pas eu besoin de construire de barrages. Mais à mesure de sa progression vers les plus petits cours d'eau, il s'est mis à en bâtir. En maintenant le même niveau toute l'année, il s'assure ainsi que l'entrée de son terrier reste immergée. En élevant le niveau d'eau, le végétarien qui se nourrit d'écorces, de branches et de racines de plantes aquatiques étend ainsi son territoire et son garde-manger. Depuis, on va dire, une vingtaine d'années, vu que le castor arrive dans des plus petits affluents, des plus petits cours d'eau où le niveau d'eau finalement n'est pas toujours suffisant ou n'est pas constant dans l'année du fait du réchauffement climatique et puis tout simplement du cycle naturel du cours d'eau, on a constaté des barrages de castor, en France aussi. Donc finalement, l'idée dite que le castor canadien fait des barrages et le castor d'Europe n'en fait pas, elle est tombée en fait. Finalement, les deux espèces font tout autant l'une que l'autre des barrages. Et donc après, effectivement, le castor amène son lot de questionnements sur la place qu'on veut laisser à la nature, finalement, qui va venir s'exprimer aussi sur des habitats qui sont déjà, on va dire, parfois problématiques en termes de cohabitation avec les niveaux d'eau et les usagers, les riverains autour des cours d'eau. Avec ses constructions de branches, le castor peut donc aussi semer la discorde. C'est le cas notamment dans l'est de la France, dans le bassin de la Meuse, où des dizaines d'agriculteurs ont dû déplorer des pertes. Car en empêchant l'écoulement de l'eau, le mammifère peut noyer certains champs. Il peut aussi faire des dégâts en sylviculture dans les plantations de peupliers, notamment arbres dont il raffole. C'est bien une des missions aussi du réseau castor, de travailler pour trouver en fait des solutions quand les personnes se plaignent de l'espèce. Donc ça peut être des inondations de parcelles agricoles, donc qui amènent un impact qui peut être significatif au niveau économique, année après année, avec l'impossibilité de semer, l'impossibilité de passer les engins, d'avoir la récolte derrière. On a les difficultés aussi qui peuvent être couplées coupes et inondations sur par exemple le peuplier, qui est un arbre qui va être planté à vocation économique bien souvent aussi, avec des rendements attendus 15, 20, 30 ans après. Et il suffit des fois d'une année où le castor va être présent, et ça peut effectivement avoir aussi son impact au niveau économique pour ses propriétaires. Ces frictions ont lieu dans plusieurs pays d'Europe. L'Écosse autorise ainsi les transferts vers des lieux où ils gênent moins. Le gouvernement suisse, lui, veut se lancer dans un programme de régulation par la chasse. En France, quand les dommages sont trop importants, des solutions existent, assure Paul Hurel. Des grillages peuvent être posés à la base des arbres, des siphons peuvent être insérés dans les barrages pour laisser passer un peu plus d'eau. Les agriculteurs peuvent aussi être dédommagés. Ils ont aussi parfois la possibilité de vendre les parcelles inondées à des conservatoires d'espaces naturels. Reste que l'action du castor est bénéfique pour l'environnement et c'est démontré scientifiquement. Dans les publications, déjà pour donner grandes lignes, un peu ce qui ressort souvent, c'est l'aspect espèce ingénieure des écosystèmes qui va forcément couper quelques arbres, amener de la lumière et donc favoriser une régénération d'espèces végétales qui ne se seraient pas forcément exprimées avec un couvert végétal qui serait resté existant. Donc on parle un peu de création de mosaïques de végétation sur les rives. Et sur l'aspect inondation, c'est vraiment là-dessus où les effets sur la biodiversité sont le plus étudiés et mis en valeur. Ces petits marécages créés par l'animal stockent de la matière organique. Ils captent du CO2, principal responsable du réchauffement climatique. Et puis ces zones humides abritent de nombreuses autres espèces. Des études ont montré que la biomasse peut être multipliée jusqu'à 80 en présence de castors. Là, il y a un cortège faunistique et floristique qui va s'exprimer de façon différente que si le barrage de castor n'avait pas été présent. Cet aspect-là aussi amène, si on regarde un peu tout au long d'un cours d'eau, une mosaïque une diversité, on va dire, de courants d'eau, avec des zones où le courant sera plus fort et des zones où le barrage de castor va retenir l'eau avec des courants plus faibles. Ça crée des mosaïques d'habitat tout au long du cours d'eau. Pour l'instant, sur le Loir, le gros rongeur se contente d'entretenir les berges, là où l'homme le fait de moins en moins. Aucun problème de cohabitation. Et comme le résument les amoureux de la nature de la région, il va bien falloir apprendre à vivre avec. Je suis Maxime Mamet, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil vous souhaite un bon été et revient demain.